Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, l'initiative du groupe RDSE de constituer une commission d'enquête sur les dérives thérapeutiques et les dérives sectaires dans le domaine de la santé nous apparaît, au groupe communiste républicain et citoyen, une démarche utile. Force est de constater que notre société est de plus en plus soumise à des sollicitations collectives et/ou individuelles censées répondre à de nombreux maux non résolus par la médecine traditionnelle. J'y vois l'effet de miroir d'une certaine fébrilité de nos concitoyens, inquiets quant à leur avenir et soupçonneux à l'égard de pratiques médicales connues et installées. Les récents scandales sanitaires, l'existence de conflits d'intérêts dans le secteur de la santé, la commercialisation de médicaments non conformes à leur utilisation ou présentant des risques connus mais dissimulés, la recherche légitime de nos concitoyens au bonheur et à l'équilibre psychique, conjuguée à une crise économique génératrice d'angoisse, participent à l'émergence d'un terreau propice à des solutions faussement alternatives. Faussement, car éculées. En réalité, la plupart de ces approches dites modernes reposent sur le même fondement, la soumission de l'individu à une sorte de gourou, c'est-à-dire à celui qui se présente comme le sachant. Qu'il s'agisse de l'approche dite nutritionnelle, qui consiste à guérir la maladie par le jeûne et qui conduit les participants à obéir mécaniquement aux ordres, dans la mesure où l'affaiblissement psychique lié au jeûne rend les participants inaptes à contester, comme le souligne le docteur Jean-Michel Cohen, ou encore de l'approche psychospirituelle, qui consiste à soigner simultanément l'âme et le psychisme de quelqu'un. Les mécanismes sont identiques. Profiter des peurs pour substituer la rationalité à une croyance sans limite dans les propos, actions ou thérapies proposées. Ces pratiques peuvent exposer les personnes les plus vulnérables, dont la détresse est grande, et donc pour qui le taux de pénétration de ces discours, pourtant insensés, sont les plus grands, à des risques donc majeurs, pouvant conduire à la mort pour certains d'entre eux, et je pense particulièrement, ça a déjà été souligné, aux patientes et patients qui écoutent, celles et ceux qui prétendent aujourd'hui pouvoir guérir le sida, le cancer avec de simples plantes. Face à de telles situations et à de tels risques, les législateurs et les pouvoirs publics dans leur ensemble ne peuvent renoncer à agir en raison de l'argument avancé par certains du libre choix des personnes ou de la liberté de conscience. Une liberté derrière laquelle se développent des pratiques sectaires et qui reposent tout à la fois sur le libre choix du patient quant à sa méthode de soins et à la liberté de chacun d'opter pour une croyance ou une spiritualité. Contrairement à ce que d'aucuns prétendent, et en ce sens, le rapport et les comptes rendus d'audition sont précieux, cette liberté est aujourd'hui totale. D'ailleurs, je veux souligner ici que l'esprit dans lequel la commission d'enquête a travaillé n'avait rien, contrairement à ce que j'ai pu lire sur certains sites Internet, d'inquisitorial. Très équilibré, il ne jette l'opprobre ni sur les médecines douces, non allopathiques ou non conventionnelles, dès lors que celles-ci ne prétendent pas se substituer aux soins, mais les compléter. Au Canada, par exemple, comme le rappelle l'Union nationale des associations pour la défense des familles et de l'individu, l'hôpital reste ouvert aux thérapies parallèles dès lors que les équipes médicales en sont informées et que les patients ne renoncent pas aux soins classiques. La proposition numéro 28 du rapport est de ce point de vue très équilibrée, elle qui vise à intégrer un suivi des pratiques libérales des intervenants pratiquant des techniques non conventionnelles à l'hôpital par l'intermédiaire d'entretiens avec les patients sous le contrôle du médecin-chef de service ou du chef de pôle. Ou bien encore la proposition qui dit que, et que nous soutenons, et qui vise à mettre en place une accréditation par la Haute Autorité de Santé des praticiens exerçant des thérapies non conventionnelles à l'hôpital. Ou encore la proposition contenue dans le rapport d'identifier les formations aux pratiques non conventionnelles destinées aux personnels médicaux par le recensement des diplômes universitaires par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et de prévoir le suivi du contenu de ces enseignements. Des mesures d'accompagnement et de contrôle qui s'inscrivent dans une logique que nous approuvons d'information loyale des patients. Car dans les faits et en droit, les seules restrictions autorisées relèvent des cas où il en va de l'intérêt de la société dans son ensemble. Je pense naturellement à la question de la vaccination,
où celle-ci est obligatoire dans certains cas, puisque le but est tout à la fois de protéger la personne vaccinée, mais aussi de protéger la société dans son ensemble, afin d'éviter un risque pandémique. Là encore, certains groupes qui prônent la suppression de toutes les politiques et obligations vaccinales s'appuient sur le doute que génèrent certains médicaments ou vaccins. Les conditions dans lesquelles la politique vaccinale contre la grippe H1N1 a été décidée, avec la présence de représentants de l'industrie pharmaceutique dans le comité contre la grippe, et ça a jeté effectivement la suspicion sur l'ensemble des vaccinations contre la grippe. De la même manière, l'inaction sur les adjuvants et les sels d'aluminium nourrissent les discours catastrophistes et anti-vaccins. Il est vrai que je veux souligner ici, Madame la Ministre, que dans ce cas précis, la parole des patients n'est pas suffisamment prise en compte. Mais une politique publique de santé transparente, où la démocratie sanitaire serait renforcée et où les associations de patients ne seraient pas dépendantes de financement de groupes pharmaceutiques, nous semble être de nature à combattre cette situation. C'est pourquoi nous souscrivons pleinement aux recommandations formulées par notre collègue Jacques Mézard dans son rapport, qui font de l'information des patients et de leurs proches une priorité. Nous souscrivons également à la proposition qui consiste à rendre obligatoire la déclaration à l'Agence régionale de santé, ARS, pour les professionnels de santé, de leurs pratiques non conventionnelles et de mettre en place un suivi de ces pratiques par les ordres compétents. Là encore, il ne s'agit pas d'interdire toutes les pratiques non conventionnelles, chacun étant libre, mais de veiller à ce que les autorités compétentes puissent disposer de toutes les informations nécessaires pour, le cas échéant, intervenir, notamment afin de protéger celles et ceux dont le jugement serait affaibli. Mais il nous faut aussi répondre à des besoins nouveaux et légitimes, actuellement insatisfaits par la médecine conventionnelle. Cette dernière doit progresser et sans doute est-il temps de passer d'une médecine hospitalière garantie à tous à une médecine pour tous. Une médecine qui tienne autant que possible compte des singularités des patients et qui fasse du bien-être de ces derniers une des priorités. Même si, j'en conviens, cela exige de rompre avec le cadre actuel, où les actes médicaux et paramédicaux sont rationalisés en raison du manque de personnel et d'un mode de financement hospitalier inadapté à cette approche. Notre pays a beaucoup progressé dans la voie de la lutte contre la douleur. Il doit encore progresser dans la notion d'approche globale du patient, afin que la conjugaison entre le soin et le bien-être ne soit plus l'un des arguments des mouvements sectaires. Prise par le temps, je ne peux détailler notre position, notamment sur la question de l'encadrement des formations professionnelles ou sur la protection des publics vulnérables, et notamment des mineurs. Mais d'une manière générale, je veux souligner que nous espérons très vivement que toutes les recommandations qui sont contenues dans ce rapport puissent être suivies d'effets, afin de dissiper l'ombre derrière laquelle s'abritent les mouvements sectaires. Car pour paraphraser Arthur Schopenhauer, je dirais que les sectes sont comme les vers luisants. Pour briller, il leur faut de l'obscurité. Merci. Merci, cher collègue.